Bienvenue Radwan Faddal. Bonjour Rachid. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, spécialisé, j'allais dire en tout cas dans la section économique et financière. Exact. C'est bien ça, donc on va débattre d'économie, essayer de mettre en dualité et en relief à la fois la réflexion qui doit être menée sur la refonte du modèle de développement, y compris économique, et sur la place que pourrait occuper l'économie du savoir, qui aujourd'hui est dominante à travers le monde. Donc votre réflexion à ce niveau-là, l'économie du savoir dans un futur modèle de développement, dans ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est le ciment de ce futur modèle de développement, ça doit être adossé à ce modèle de développement pour le redynamiser. C'est quelle place pour vous ? Oui, la production, la diffusion et le partage des connaissances, du savoir, c'est aujourd'hui le lubrifiant de l'économie. En fait, on a toujours été dans des économies du savoir et de la connaissance depuis l'invention de la roue. L'électricité, c'est-à-dire depuis toujours. La machine à vapeur, depuis toujours. Simplement, aujourd'hui, il y a une accélération du fait de la mondialisation, du fait des nouvelles technologies de l'information, du fait du travail en réseau. Et puis, il y a une donnée nouvelle, c'est que auparavant, jusqu'à présent, les ressources, les matières étaient la base de l'économie. Le pétrole, le charbon, l'acier, la production. Le gaz naturel, toutes ces choses. Exactement. C'était la production qui faisait sens et qui permettait la croissance, la productivité et la création de valeur. Aujourd'hui, c'est plus là. Aujourd'hui, si vous voulez, le travail physique n'a plus la part et la place qu'il avait auparavant. Aujourd'hui, il est sous-traité. Il ne permet pas l'augmentation de valeur. Ce qui crée de la valeur aujourd'hui, c'est justement l'innovation, la créativité et toujours dans les secteurs dits productifs, toujours dans les secteurs dits industriels. Exactement. Mais on reste sur de l'industrie. On peut rester dans l'industrie légère, mais avec de la nouvelle technologie, de l'industrie à forte valeur ajoutée, des métiers à forte valeur ajoutée, et la possibilité aussi de fabriquer, de commercialiser, d'exporter des produits à forte valeur ajoutée, et non pas que du pétrole ou du gaz. Exactement, mais la notion d'économie du savoir apparaît depuis très longtemps, mais on a un développement de cette question à partir des années 70, la tertiarisation de l'économie. C'est l'axe orienté service des modèles économiques. Exactement, et puis avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information, on a aussi une question qui se pose, c'est quelle est la part de l'immatériel et quelle est la part du matériel dans la production des biens marchands, des biens et services marchands. Et ce que l'on voit, c'est que la part de la valeur, par exemple, on peut prendre des exemples très simples, dans la voiture ou dans les smartphones. La part du bien matériel dans un smartphone est epsilon. D'ailleurs, il est sous-traité en Chine, c'est-à-dire que la part de la production, l'importance de la production n'est plus là. C'est-à-dire la matière première transformée. Exactement. Donc les composants physiques ne sont pas, si vous voulez, l'enjeu. Ce qui est l'enjeu, c'est toute la tech qu'il y a qu'il y a dedans, les logiciels, les brevets, les applications, et c'est ça qui crée de la valeur. Et donc tout le débat aujourd'hui, à travers la compétitivité qu'il y a, la compétition qu'il y a entre les pays et les entreprises, n'est plus sur le bien physique, mais sur le contenu. Et c'est pareil aujourd'hui et davantage demain sur la voiture. On sait très bien que la part d'électronique, la part d'intelligence dans la voiture aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans. Et dans 30 ans, pareil, nous serons sur des biens où le physique... L'exemple, c'est quoi? C'est la voiture autonome? Bien sûr, c'est la voiture autonome. Et d'ailleurs, il n'y a pas un grand enjeu à délocaliser au Maroc ou ailleurs la production de véhicules. Ce qui est l'enjeu, c'est effectivement toute la matière grise qu'il y a, la technologie, les brevets, le savoir-faire. Donc tout le fameux débat toujours autour du taux d'intégration aussi, de transfert de savoir et de savoir-faire. Ça veut dire que si on ramène à chez nous aujourd'hui, le capital immatériel, capital matériel, c'est deux choses qui sont posées. Si je vous ai bien compris également, ça veut dire que les modèles de croissance aujourd'hui économique qui reposent sur l'économie du savoir, c'est illimité. Exactement, l'immatériel, la connaissance est illimitée, non périssable, échangeable. Alors que le matériel, pétrole, gaz et autres, c'est les ressources aussi qui sont limitées. C'est ça en fait qui fait que... Il y a une notion de possession dans la matière première, alors que dans la connaissance et le savoir, il y a une notion de partage, d'enrichissement. C'est-à-dire je possède du pétrole ou je possède un savoir-faire en matière de composants électroniques. C'est différent que de dire j'ai un savoir et un savoir-faire que je vais transmettre, mais que je garde en moi. Je vais partager, je peux m'enrichir. Mais que je garde, en fait. C'est ça. Que je garde, que je partage, ou tout ou partie, et qui est évolutif, extrêmement prolifique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la connaissance, le savoir, l'information aujourd'hui est en train de croître de manière exponentielle. Il y a, si vous voulez, en quelques années, plus de création de connaissances, d'innovation de technologie qu'en 2000 années ou 3000 années d'histoire.
Donc c'est vraiment une accélération brutale de l'histoire à laquelle il faut faire face. Et quand vous me parlez du capital immatériel au Maroc, je me dis, déjà, on n'a pas pris le train de la révolution précédente. On le prend plus ou moins. C'est-à-dire la troisième. Voilà, la troisième. On est passé directement à la quatrième. On n'y est pas dedans. Donc on en profite vis-à-vis, grâce à des partenaires étrangers qui viennent investir ici. Mais sur cette notion de capital immatériel, le peu que l'on a, il part. C'est la question des fuites des cerveaux, la fuite des ingénieurs, la fuite de la compétence, parce qu'effectivement, la connaissance, les personnes physiques sont plus mobiles, bien entendu, mais la connaissance également est mobile. Donc si je ne l'utilise pas, d'autres l'utilisent à leur profit pour développer leur compétitivité. C'est-à-dire que tout le débat autour de la fuite de cerveau, de mobilité en tout cas des compétences, n'est que la traduction et la conséquence du fait de ne pas suffisamment capitaliser sur la matière grise que j'ai, bien sûr, le capital immatériel que j'ai. Voilà, on n'en produit pas beaucoup, et puis le faible que l'on produit, il est plus attiré ailleurs parce qu'il y a des modalités de développement, d'épanouissement, de rémunération qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. L'environnement global, socio-économique, technologique n'est pas celui qu'il peut y avoir aux États-Unis, en Corée, au Japon. Et si on veut tendre vers Europe. ce modèle de développement technologique et être arrimé un petit peu à la marche du monde et à tout ce qui se fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire dans le sens où aujourd'hui tout est mis sur la table, la refonte du système éducatif, la refonte du système de formation il faut une vraie révolution, vous voilà. faites bien d'en parler, il faut une vraie révolution qui passe par la révolution de l'organisation administrative et de l'État lui-même, qui doit être celui qui impulse. Ça doit être aussi une révolution amenée par les banques qui doivent financer, bien entendu, ce nouveau paradigme. Et puis, vous en avez parlé, c'est l'enjeu, bien évidemment, des infrastructures technologiques, mais aussi de l'éducation, de la formation. On ne peut plus penser la formation et l'éducation aujourd'hui comme on l'a pensé il y a 10 ans. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il faut des modalités d'apprentissage, de pédagogie, d'outils technologiques qu'aujourd'hui les élèves ne s'approprient pas. Il y a des questions sur les skills, il y a des questions sur les méthodologies de travail, sur le travail en réseau, sur l'appropriation des moyens technologiques, informatiques et de communication, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On continue à travailler aujourd'hui sur les aspects physiques et manuels du travail ou de l'apprentissage scolaire. On continue à travailler sur les bases qui sont compter et lire. Tout ça est révolu. Compter et lire n'est plus un enjeu. Aujourd'hui, il s'agit d'avoir une capacité d'adaptation au monde qui évolue très vite, extrêmement grande. Et ça passe par de nouveaux concepts de travail, de nouvelles pédagogies, de nouvelles méthodologies, et puis surtout l'appropriation des moyens technologiques d'information et de communication. Comment on l'insuffle? On l'insuffle. On a un champ encore, je pense qu'on a encore le temps. On a 5, 10 ans, 15 ans, parce que même si les choses se précisent avec des échéances à l'horizon 2030, on ne va pas revenir sur les emplois transformés qui vont disparaître. Mais ça me demande de se dire, qu'est-ce qui pourrait être fait là, aujourd'hui? Vous avez parlé de l'État, la place de l'État aujourd'hui, la responsabilité de l'État, quelle doit-elle être? Il faut sortir des débats stériles qui consistent à penser contenu uniquement, mettre forcément le professeur au centre du jeu avec une espèce de verticalité dans la transmission. Aujourd'hui, il y a les smartphones, il y a les ordinateurs. L'information est là. Elle est même beaucoup plus mise à jour que l'information que détient le professeur ou l'instituteur, qui parfois renouvelle chaque année les mêmes cours qu'il avait fait précédemment. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui la capacité d'avoir accès directement aux cours. Par contre, il y a des skills à développer, il y a un esprit critique, il y a une capacité de travail avec l'autre, de partage, de créativité. Partage de la connaissance, en fait. Il y a aussi l'idée que dans les méthodologies d'apprentissage, il faut réinvestir le champ du jeu, de la passion, de l'envie, parce qu'on ne peut pas avoir pendant 8 heures d'affilée des élèves qui sont comme ça c'est pour passifs dans l'apprentissage. Et puis il y a les nouveaux outils de télécommunication qui sont disponibles à la maison, mais bizarrement qui ne sont pas disponibles à l'école. Donc on est encore sur des supports manuels, on est encore sur des supports papier. Et je pense qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de préparer les jeunes à l'avenir, mais aussi ceux qui seront en formation continue, c'est de les préparer au monde d'aujourd'hui et de demain, qui est un monde du partage de la connaissance, du réseau, c'est-à-dire de l'outil informatique. L'économie du savoir dès l'école et dès le plus jeune âge. Bien entendu, oui. Mais au niveau économique. Au niveau économique, bien entendu. Voilà, aujourd'hui, sur quelques chiffres comme ça en vrac, l'État, premier entrepreneur, premier investisseur, premier employeur. Malheureusement, oui. Est-ce que dans un monde en pleine transition, un Maroc qui va converger qui convergerait vers une économie de la connaissance et du savoir, est-ce qu'il y a nécessairement l'obligation, ou en tout cas l'exigence, de revoir la position et la place de l'État dans la sphère économique? Oui, l'État doit être promoteur, initiateur d'un modèle de développement. S'il ne le fait pas lui, avec les moyens qu'il a, via la ponction fiscale et via les recettes ad hoc de l'État, s'il ne le fait pas lui,
On ne peut pas compter que sur le privé, dont on connaît aussi les limites. Il y a un environnement qui est ce qu'il est, avec peut-être un manque de confiance, peut-être que, effectivement, par rapport à ce monde en mutation, le privé ne se sent pas encore concerné, parce que ça lui paraît lointain, parce que ce qui lui est donné à voir, c'est une économie traditionnelle. Oui. Et pourquoi il ne se sent pas concerné? Parce qu'il n'est pas en concurrence avec le monde? Il n'est pas en concurrence avec le monde. Je suis très surpris par ce que vous dites. Oui, non, le privé n'est pas concerné. Chez nous, n'est pas concerné par tous ces enjeux-là. Parce que c'est des enjeux qu'il dépasse individuellement. Le privé a une logique individuelle. Donc effectivement, il y a des gens qui investissent dans ces domaines-là. Ils ne trouvent pas le support ni étatique, ni bancaire, ni les ressources parfois humaines disponibles. Donc il ne peut pas tout faire. Donc il se désintéresse, pour ceux qui envisageaient de se développer dans ces domaines-là, ils se désintéressent de ce domaine-là, ou alors ils s'expatrient parce qu'ils ne trouvent pas l'environnement adéquat. Donc c'est à l'État d'impulser. C'est l'État qui doit porter une stratégie, si vous voulez. Le Maroc de demain, les enjeux, les risques, les opportunités, il a la capacité de les cerner. Il a les moyens et il en a le devoir. Donc, bien entendu que le privé ne se sent pas concerné, et d'ailleurs on le voit, le peu d'innovation de start-up qu'il y a, il a du mal à lever les fonds. D'ailleurs, il est financé par qui? Pas par des banques publiques d'investissement, mais par des capital risqueurs privés qui sont exigeants, qui sont frileux et qui trouvent d'autres choses à financer ailleurs, parce qu'il y a une concurrence entre les pays et entre les innovateurs. Donc ça veut dire que nécessairement, parce que je crois savoir que un peu plus de 70%, 73% de tout ce qui est recherche et développement est financé par l'État. Ouais, et le reste, c'est-à-dire 22-23% par le secteur privé. Donc est-ce que là, ce rapport-là, il faut nécessairement aussi l'inverser? Oui, parce que je veux dire, c'est à mon avis des chiffres parlants. 73% donc de l'investissement, de la dépense investissement dans la recherche et développement, c'est l'État. Oui. Le reste, c'est le privé. C'est dramatique dans la mesure où, d'ailleurs, on ne parle pas du contenu de la recherche et développement. On nous dit 73% de la recherche et développement. Mais si on creuse un petit peu, est-ce que c'est vraiment des innovations de rupture, des innovations tangibles, etc. Ou est-ce que c'est des innovations d'amélioration, de façade, etc. Et dans quel domaine? De quoi parle-t-on? Je crois que si on creusait un petit peu plus, on verrait qu'il y a très peu de recherche et développement au Maroc, et que pour l'essentiel, il y a des phénomènes d'imitation, de reproduction, d'importation. Mais très peu, parce que le secteur privé n'est pas demandeur. Parce que c'est ça aussi, en fait, j'allais dire, il y a peut-être très peu de recherche et développement, en tout cas pas suffisamment. L'État n'engage pas suffisamment de dépenses, je crois que c'est 0,8% du PIB, alors que la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 2,3, je crois savoir. Mais tout ça parce qu'on a un secteur privé qui fait dodo. Ouais. Et qui n'est pas ouvert à la concurrence, qui n'est pas dans la mondialisation, qui ne veut pas se battre avec les Américains, les Chinois, les Français. En a-t-il les moyens? Parce que je crois qu'il ne faut pas incriminer le secteur privé. Il y a beaucoup de gens qui ont tenté, qui se sont cassés les dents. Il y a des gens qui se sentent seuls, pas épaulés, qui n'ont pas envie de risquer. Je crois que c'est humain aussi. Après, il faut se poser la question de savoir c'est quoi notre tissu économique aujourd'hui? C'est un État extrêmement présent, également dans des activités de production. C'est beaucoup de BTP. Beaucoup de services à faible valeur ajoutée, du commerce, etc. Un peu, effectivement, d'offshoring via les métiers des call centers, etc. Mais on n'a pas une économie qui est tournée vers l'extérieur, qui se nourrit et qui interagit avec l'extérieur. Et ça, c'est ce qui empêche aussi l'émergence d'une économie de la connaissance compétitive et solide. Mais là, on va nécessairement devoir se battre avec le monde, j'allais dire, via la mondialisation, on va nécessairement devoir s'ouvrir de plus en plus, comme toutes les économies dans le monde. J'ai vu aussi que les économies les plus dynamiques à travers le monde, c'est les économies qui ont investi dans le capital immatériel. Donc, exact. Est-ce que tout ça fait qu'aujourd'hui, de toute façon, ce n'est qu'une question de temps, et puis d'ailleurs, qu'on n'a pas forcément le temps. Est-ce que là, tout l'enjeu est là, en fait. Entre le modèle développement, s'est posé depuis 2017, ça fait 2 ans. Et cette économie de la connaissance, économie du savoir, qui est censée être le moteur du futur modèle de croissance économique, est-ce que tout l'enjeu est là? Se dire, on a peut-être encore un peu de temps, mais en sachant que les enjeux sont énormes. On voit qu'effectivement, il y a une concurrence entre la Chine, un peu moins le Japon, qui est un peu déclassé parfois, et les États-Unis, l'Europe étant aussi déclassée, dans cette nouvelle économie du savoir, de la connaissance, de l'intelligence artificielle, des nanotechnologies, biotechnologies. Et on voit que la concurrence est féroce. Simplement, prenons 2 exemples. La Corée du Sud et le Japon se sont développés sans ressources. Sans matière première. Sans ressources, sans matière première. Elles se sont développées sur l'idée du savoir, de l'éducation, de la formation. Et effectivement, elles ont développé ce qu'on appelle de la créativité de l'innovation
et de la production immatérielle à travers des brevets. Bon, d'abord, effectivement, de la production matérielle, des biens et services, mais on voit qu'aujourd'hui, effectivement, vous le voyez à travers les smartphones et un certain nombre de jeux, etc., qu'il y a toute une économie qui se développe et qui est immatérielle. Donc il faut savoir que la Corée du Sud ou le Japon exportent et créent beaucoup plus que des dizaines de pays réunis, même européens. Et donc l'enjeu, il est là, c'est que la problématique, ce n'est pas les ressources matérielles. La problématique, c'est de mettre au cœur du développement l'éducation, la formation, l'apprentissage, qui est continu aujourd'hui. On ne peut pas s'arrêter d'apprendre, c'est comme du vélo. On ne peut pas arrêter d'améliorer, etc. Prenons l'exemple de l'Afrique. L'Afrique, que l'on considère comme étant en marge de la croissance économique, en fait, a connu ces grands pics de croissance économique, non pas grâce aux ressources matières premières, non pas le pétrole, le diamant, etc., le cobalt, qui a essentiellement profité, on sait bien, à des multinationales. Pourquoi il y a eu une forte croissance économique? Du fait des infrastructures télécoms qui ont permis de travailler en réseau, d'améliorer l'approvisionnement, d'améliorer la production, d'améliorer les récoltes, d'améliorer la circulation de l'information et le partage. Et donc, l'économie du savoir, elle est déjà là, même au Maroc, à travers l'Internet, à travers les réseaux, qui ne sont pas uniquement des réseaux de partage, d'amis, de connaissances, etc., mais qui permettent aux entreprises de travailler. Donc, il y a un gain de productivité, de réactivité, d'amélioration de travail à l'intérieur des entreprises, des modèles d'organisation qui sont nés de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Simplement, ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'on a été interpénétré par toute cette puissance technologique extérieure qui a modifié en fait notre manière de travailler, nos organisations professionnelles, nos organisations qui a bouleversé les vies sociales. On le voit avec les GAFA, avec Facebook, avec un petit peu tout ça, et qu'aujourd'hui, il faut prendre ce train-là et ce lead-là. Voilà, il faut prendre ce lead-là et repenser aussi, dans le droit du travail, bien entendu, qu'il faut repenser les méthodologies de travail. Les organisations se repenser maintenant. Aux États-Unis, au Japon, les modes d'organisation verticaux sont repensés. On travaille en réseau, on travaille en partage, l'information est diffusée. Nous sommes encore au Maroc, dans beaucoup de multinationales, dans l'idée qu'il ne faut pas partager l'information parce que ça peut être une ressource pour l'autre ou ça peut être un bâton tendu à l'autre par rapport à des informations, etc. On a encore cette idée que c'est la méthodologie un petit peu ancienne, où on ne travaille pas vraiment ensemble. On travaille avec l'autre quand on en a besoin, mais l'information n'est pas partagée, il faut aller la puiser, il faut aller la chercher, elle n'est pas complète, et tout ça c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'énergie, mais c'est de la perte de productivité aussi. Si nous étions dans des environnements ouverts, je suis certain que nos environnements, même au sein des multinationales travaillant au Maroc, seraient beaucoup moins compétitifs qu'à l'étranger. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un challenge, une dimension culturelle qu'il va falloir surmonter, c'est ça? Et ça passe par l'école. Là aussi, c'est pour ça que je parlais des soft skills, le savoir-être, le savoir travailler, le savoir partager. Même la gestion des émotions est là-dedans. La créativité, libérer les énergies. Seulement, j'allais dire, ça se fait pas d'un coup de clic, ça. Mais oui. Non. Ça veut dire que même les réformes de l'éducation qui ont été pensées, qui n'ont jamais été complètement implémentées, n'ont pas pris en compte cet enjeu. La créativité. Comment on crée de la créativité, de l'épanouissement, les deux étant liés. Comment on fait que l'on apprend avec envie. Comment on fait que l'on apprend avec passion et comment on fait qu'on produit des individus à même d'évoluer dans des environnements qui vont être de plus en plus mobiles, changeants, perturbants. On le voit aussi au niveau de la consommation, parce que je rappelle que notre modèle de croissance économique repose essentiellement sur la consommation. Et on voit aussi que la consommation, ces 10-15 dernières années, a drastiquement bougé. Elle est complètement différente, alors qu'on est sur un modèle de production qui est quasiment identique. Est-ce que là aussi, il n'y a pas aussi une réflexion à mener, une réflexion de fond, dans la place de l'économie du savoir, un petit peu dans tout ça, on consomme de plus en plus de technologies, et de moins en moins de certains produits, y compris de produits alimentaires. Donc est-ce que là aussi, si on garde sur le même modèle basé sur la consommation, il va falloir aussi que ce que les citoyennes et citoyens marocains consomment soit un peu plus produit chez nous? Est-ce que c'est là où il y a aussi un petit enjeu? Oui, c'est la logique de la pyramide de Maslow. Oui. C'est-à-dire que quand on a servi les besoins de base, qui sont se vêtir, se nourrir et se loger, effectivement, vous avez des besoins ou des désirs, puisque c'est pas appeler ça forcément des besoins, c'est des désirs et des envies qui ne sont pas essentiels, mais qui deviennent essentiels et qui sont liés effectivement aux loisirs, aux jeux, au voyage, aux nouvelles technologies de l'information et de communication, parce qu'on a besoin de se réseauter, on a besoin de s'informer, etc. Et donc, ces outils-là deviennent le cœur de l'activité humaine, deviennent indispensables et le prolongement du bras humain et du cerveau humain. Et donc, effectivement, on rentre dans des modèles de consommation dont on n'avait pas besoin, dont si on regarde profondément, ils ne sont pas
utiles, ils ne sont pas indispensables, ils ne sont pas vitaux, mais ils le deviennent parce que c'est nécessaire pour créer du lien social, pour... d'avoir un compte Facebook, d'aller sur Netflix. Mais pas que, oui. Hein, c'est en vrac, mais c'est un petit peu ça aujourd'hui. Exactement. Et ça, on ne l'a pas vu venir non plus. Mais en Si, même temps, on l'a vu venir, mais ouais. on l'a vu comme un accessoire divertissant. On ne veut garder des nouvelles technologies de l'information et de la communication que l'accessoire, c'est-à-dire la face divertissante. En fait, ça va bien au-delà, parce que c'est des outils de travail, c'est des outils de partage, c'est des outils de créativité, d'innovation, et c'est des bibliothèques, si vous voulez, infinies. Aujourd'hui, n'importe qui peut apprendre une tâche, une fabrication. On voit bien, c'est sans fin. Et ça n'existait pas avant. On sort d'un monde où l'information n'était pas disponible. Et tout ça, il fallait aller chercher. Tout ça, c'est fait en 10-15 ans maximum. Exactement. Et l'information est immédiatement disponible. Et d'ailleurs, l'information qui était disponible au début de l'émission est caduque. Et il y a de nouvelles informations. C'est-à-dire que c'est une vitesse de diffusion, de production vertigineuse. Et donc, les entreprises, l'État, les particuliers aussi doivent s'adapter à ce paradigme. Est-ce que une responsabilité, ou en tout cas ce que pourrait faire l'État, c'est de créer une espèce de réseau, network, aussi autour des universités, autour des entreprises, autour de citoyens, d'individus, aussi pour créer un système basé un petit peu sur la recherche, sur le développement et sur l'innovation. Parce que c'est un peu l'idée du... Parce que je ne voudrais pas qu'on fasse parce qu'on fait souvent des constats, mais rarement on agit en fait. Est-ce que là, il y a nécessité effectivement de se prendre en main aujourd'hui? Bien sûr, et c'est à l'État de le faire, via des outils fiscaux, via des budgets, on avait posé déjà qu'il y avait la nécessité d'une banque publique d'investissement pour développer les territoires, mais aussi pour développer cette économie du savoir. Et aujourd'hui, c'est clair que c'est à l'État aujourd'hui de repenser. S'il veut repenser son modèle de développement, il doit repenser la manière dont on produit, diffuse, partage l'information, la manière dont on éduque et forme les citoyens et les enfants. Aujourd'hui, je veux dire, les moyens financiers dont dispose l'État, par contre, contrairement au capital immatériel, sont limités. Le capital immatériel est illimité, mais le budget de l'État est limité. Est-ce qu'il va falloir nécessairement, dans l'intégration, et pour que la greffe prenne au niveau de l'économie du savoir, dans notre nouveau modèle de développement, et qu'il y ait des arbitrages qui soient faits par l'État, par les pouvoirs publics? On a vu ces 20 dernières années une accélération dans l'investissement au niveau des infrastructures, parce que le pays en avait besoin. Il y avait nécessité, vous dites, voilà, ça serait bien aussi d'avoir une banque publique d'investissement pour accompagner le développement des territoires. Mais en même temps, il faut développer l'école, changer l'école, rénover la manière d'enseigner, peut-être les enseignants, la formation professionnelle, et qu'il y ait une véritable éducation technologique qui soit donnée et qui soit centrée sur l'innovation. Pour la faire court, c'est à peu près ça. Des moyens financiers et arbitrage. Alors, il y a toujours des arbitrages possibles. Et puis, on peut mobiliser des ressources du privé via des leviers fiscaux. Et puis, on peut mobiliser de la dette aussi pour ça. C'est-à-dire que... Vous êtes partisan pour que, on continue à s'endetter, on poursuit l'endettement à une condition, c'est qu'on investisse dans l'économie du savoir. Vous savez, quand il y a eu les investissements sur les infrastructures, j'étais le premier à dire que les infrastructures, c'est bien, mais les hommes, c'est mieux. On aurait pu développer et investir sur l'homme, l'éducation, et ça aurait été beaucoup plus rentable pour nous. On a dépensé des centaines de milliards dans des infrastructures qui étaient nécessaires, d'autres un peu moins. Et en fait, on a oublié que le développement, c'est pas une affaire d'infrastructure. Le développement, c'est une affaire d'hommes. Et je vous l'ai prouvé à travers les exemples de la Corée, du Japon, etc. Tous les pays, toutes les entreprises qui se sont développées en misant sur le capital humain. Et nous, on n'a pas misé sur le capital humain. Donc, il faut faire des choix. Le choix, il doit être budgétaire. Ça peut être aussi des partenariats publics-privés. Mais ce qui est clair... Autour de la recherche et développement. Autour de la recherche et développement. Mais il y a possibilité aujourd'hui de créer une espèce de French Tech à la marocaine. Mais c'est pas ce qui se dessine. C'est pas ce qui se dessine. Alors, on voit un petit peu des initiatives de là, FICRAP, ceci, bon... On voit bien qu'il n'y a rien qui accouche de tout cela. On voit bien que ça reste un petit peu marketing. Aujourd'hui, il y a, dans les 5 prochaines années, le train sera largement parti et peut-être même arrivé en gare. C'est-à-dire que les choses vont tellement vite que nous sommes encore restés sur l'économie traditionnelle, alors qu'il y a des enjeux aujourd'hui sur l'économie de l'intelligence artificielle. Si vous voulez, l'automatisation, la digitalisation va considérablement bouleverser, révolutionner le rapport au travail. Aujourd'hui, dans la banque, l'assurance, on n'a plus besoin d'employés. On peut vendre de l'assurance, on peut gérer des sinistres, on peut distribuer de l'argent, distribuer du crédit sans personnel. C'est ce qui s'appelle la banque à distance. Et aujourd'hui, comment on le maintient? On le maintient parce qu'effectivement, il y a des autorités qui connaissent les dangers
de la digitalisation, de l'automatisation et de la libéralisation en termes d'emploi et en termes de contrôle. Donc, parce qu'il y a un enjeu, on peut vendre des lunettes à distance, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a des hypermarchés, des supermarchés qui disparaissent. Est-ce qu'aujourd'hui on peut fabriquer des théières compétitives? Alors, vous avez quand on est sur toute des la logique productions d'échelle, est-ce que voilà, sur des productions d'échelle, au-delà des métiers, des activités traditionnelles, comme vous avez dit, la banque ou l'assurance, sur des activités de production? Sur les activités de production, on avait vu sur le fameux débat sur la babouche marocaine fabriquée en Chine qu'on pouvait la fabriquer à 2-3 fois moins cher et de meilleure qualité dans un autre pays. Et que nous-mêmes, dans ces activités traditionnelles de production, on n'était pas franchement top. Pourquoi? Pour différents problèmes, des problèmes de formation de la main-d'œuvre, des problèmes de qualité, des problèmes d'économie d'échelle par rapport au coût, etc. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que même si on fabrique des théières, la valeur ne sera pas là, la création de valeur ne sera pas là. La création de valeur de l'économie de demain, elle est ailleurs. Elle est sur toute cette digitalisation, toute cette économie immatérielle qui est en train de prendre le pas. Et l'activité de production est une activité accessoire où il n'y aura même pas d'individus qui fabriqueront. Aujourd'hui, le travail physique est accessoire. On peut fabriquer des tas de choses sans personne. Comment on va employer? C'est d'ailleurs toute la question du revenu universel. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 70% de métiers et de postes de travail qui, d'ici 10-15 ans, vont disparaître? Parce que mécanisation, automatisation, robotisation, intelligence artificielle, digitalisation, dématérialisation via le web, on n'aura plus de vendeuses, vendeurs, on n'aura plus de courtiers, on n'aura plus d'agents d'assurance, on n'aura peut-être plus de banquiers aujourd'hui. Mais on aura également aussi des nouveaux métiers. On aura des nouveaux métiers, mais ces nouveaux métiers nécessitent de nouveaux skills, de nouvelles formations, nécessitent d'aborder différemment la formation continue, le savoir, comment on le partage, comment on le gère, et nécessite de repenser l'organisation du travail. Parce que bien évidemment, beaucoup d'individus ne trouveront pas la place qu'ils souhaitent, parce que certains métiers auront disparu, parce que le rapport au travail, ce sera peut-être pas 8 heures, 10 heures. Mais en même temps, peut-être que dans le futur modèle de développement, avec l'économie du savoir comme ciment, il faudra nécessairement aussi prendre en charge financièrement les laisser pour compte, non? Bah oui, simplement on les prend en charge aujourd'hui. C'est une réflexion planétaire à travers le monde, c'est aussi quelque chose de, voilà, ce revenu universel va aussi au risque de nous concerner. Oui, aujourd'hui on prend en charge au Maroc, on le sait bien, via un certain nombre de métiers qui n'en sont pas des centaines de milliers de personnes. La question est de savoir, quand il s'agissait de gérer cela, on tolérait les vendeurs ambulants, on tolérait effectivement les gardiens de voiture, peu ou pas officialisés. Aujourd'hui, il faudra repenser l'ensemble du cœur de l'activité économique. Et ça, on parle de millions d'emplois, sachant que la croissance marocaine erratique et faible ne permettait déjà pas de créer les emplois d'avant, d'hier. Donc, a fortiori, les emplois de demain, ça va être encore plus dur. Et avec le cumulé, pour savoir ce qui arrive sur le marché de l'emploi, mais sur la question de la dépense publique. Oui. Dépense publique, dépense sociale. Est-ce que là aussi, il va falloir, si on veut investir beaucoup plus dans la R&D, dans l'innovation, est-ce qu'il va falloir aussi qu'il y ait un arbitrage qui soit fait dans ce sens? Oui, mais bien entendu, mais marge l'administration étatique est un mammouth qui n'agit que sous contrainte. Et pour l'instant, tant que vous financez, tant que vous empruntez, elle ne se sent pas obligée de se remettre en cause. Parce que si vous voulez, elle se suffit à elle-même, il y a des effets de reproduction, et elle se justifie elle-même. Mais quand vous regardez ça de l'extérieur, effectivement, c'est un modèle qui est intenable. Alors il faut libérer au moins 100 milliards de dirhams par an pour pouvoir faire face à la refonte du système éducatif, à la refonte de l'éducation. On n'a pas parlé de l'OFPTT, on n'a pas parlé de la formation continue, qui est largement prise en charge par soit des pôles universitaires privés ou étrangers, mais aujourd'hui on est dans un paradigme complètement différent. Et tout cela, il faudra le financer, mais c'est pas qu'une question de financement, c'est une question de mentalité, d'organisation nouvelle, de l'apprenant. Depuis le début du débat, vous mettez beaucoup plus l'accent sur le fait qu'il faut nécessairement changer le mindset de logiciel, plutôt que de dire qu'il va falloir trouver de nouvelles ressources financières pour financer ce qui doit être finançable. Parce que pour vous, c'est l'individu, c'est l'humain. Et tel qu'on est aujourd'hui, on n'est pas adapté, ou en tout cas, on est inadapté au changement. Il y a eu au Maroc beaucoup de mobilisation de fonds sur des chantiers, soit qui n'ont pas vu le jour, soit qui ont été mal gérés, soit dont on n'a pas vu l'efficacité. Donc l'argent, ce n'est pas la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est de poser un projet clair, précis, des objectifs, et de remettre en cause ce sur quoi on a travaillé pendant 50 ans, 60 ans, avec des modes de fonctionnement passés, avec
une vision fonctionnalisée de l'organisation économique. Et ça, Fonctionnalisé, c'est-à-dire fonctionnel ou fonctionnalisé, porté par les pouvoirs publics? Porté, contrôlé, régi, pensé par les pouvoirs publics. On le sait bien, aujourd'hui, les modes d'organisation, de régulation dans plein de domaines, dans le domaine agricole, dans le domaine bancaire, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine des agréments, dans le domaine du transport, sont régis par des modèles qui n'ont plus cours aujourd'hui dans beaucoup de pays. Donc, si on ne remet pas en cause tout cela, on ne peut pas remettre en cause le modèle de développement. Si vous voulez, pour penser un nouveau modèle de développement, il faut accepter que le modèle ancien n'est pas bon. Donc il faut creuser et se dire ça c'est pas bon. Et bien, ça, c'est pas bien bon, définir qu'est-ce qu'était le modèle ancien. Mais dire le modèle de développement passé n'est pas bon, mais je refuse de le remettre en cause parce que là il y a tel lobby, parce que là c'est pas bon, ça va toucher à telle ligne. Bah, effectivement, il n'y a rien qui bougera. Et on est clairement dans ça aujourd'hui. C'est pour ça que depuis 2017, voire fin 2016, on a une réflexion légère qui est en fait très superficielle. Tout le monde dit la même chose sur le modèle de développement, qu'il n'est plus bon, qu'il n'est. J'ai jamais trouvé quelque chose de pertinent sur la refonte et surtout sur la place que devrait occuper, ou qui est censé occuper l'économie du savoir et l'économie de la connaissance. Mais l'économie du savoir, ça commence par l'État lui-même. Parce que l'État a un gisement d'amélioration de sa relation avec les administrés, un gisement d'économie de main-d'œuvre et d'économie financière incroyable. Il a aussi un gisement de compétitivité, de benchmarking extraordinaire. Et de réactivité, on avait dit, et souvent ça a été dit ici, que le temps de l'entreprise n'était pas le temps de l'administration et que souvent les deux clashaient un peu. Parce que beaucoup d'entreprises se disaient, bon, le temps de l'administration, il y a les lourdeurs, etc. Mais l'administration a là, aujourd'hui, un formidable levier pour se rapprocher des entreprises, pour se rapprocher de l'école, pour se rapprocher des administrés, pour servir le citoyen, pour se rapprocher des territoires. Il faut saisir cela. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Autour de l'économie du savoir, d'avoir de l'économie du savoir et de la connaissance. Effectivement, c'est-à-dire aujourd'hui, on a les nouvelles technologies de l'information, on a l'intelligence artificielle, on a les nanotechnologies, on a tout cela qui émerge fortement aux États-Unis, en Chine, et c'est des gisements d'emplois et de créativité et de valeur extraordinaires, mais pour l'instant, on en est loin ici. Et pour en profiter pleinement, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout mettre à niveau sur les 5-10 prochaines années? Oui, je crois que de toute façon, l'État n'est pas à même seul de repenser son modèle d'organisation et son modèle de service aux administrés. Je crois que tout ce qui doit se mettre en place autour de l'école, autour du droit du travail et de l'organisation des entreprises, autour de l'administration de l'État lui-même, il faut que ça passe par du partenariat, par une espèce d'enrichissement en incluant un maximum de partenaires privés. Parce qu'effectivement, si on reste dans une vision monolithique, rien ne peut avancer. Donc sur le modèle un peu anglo-saxon. Le privé est une source de créativité, de productivité et de savoir extraordinaire. Malheureusement, il n'est pas utilisé. Mais quand vous dites le privé, c'est parce qu'il y a plusieurs privés. Quand vous dites le privé, c'est-à-dire l'entrepreneur, le chef d'entreprise, le manager, les salariés aussi. Le salarié, bien entendu, les collaborateurs, qui est en plein dans l'innovation et dans la connaissance et le savoir. D'ailleurs, dans l'école, il faut aussi impliquer les élèves. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, le modèle éducatif marocain soit fait sans les parents et sans les élèves. Ça, en 2019, c'est pas possible que l'on perdure dans un schéma monolithique, vertical, passéiste, où l'enfant n'a pas le droit à la parole pratiquement, avec classes surchargées, manipule peu l'outil informatique et technologique, et continue à apprendre des choses qui finalement il n'utilisera pas, mais surtout qui sont disponibles. Il n'a pas besoin de prof pour beaucoup de choses. Ni prof ni école. C'est ça? Si, l'école on en a besoin pour former des skills, pour apprendre à manier des outils, pour apprendre à travailler en commun, à travailler en groupe. Tout ça on en a besoin, parce que tout ne peut pas se faire à la maison. Simplement, je dis qu'au-delà des données et des informations, comment on les traite ces informations, comment on les partage, comment on les diffuse, comment on les critique, comment on les enrichit, et qu'est-ce que l'on en fait. Et l'école ne pose pas cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait des informations qu'on a apprises à l'école? La plupart, on les a oubliées. La plupart, on s'en est jamais, on les a jamais utilisées. Donc c'est ça aussi, c'est beaucoup de déperditions, pas grand-chose. Je crois qu'il faut remettre. Et d'ailleurs, les pays qui ont les meilleures réussites au niveau scolaire, au niveau éducationnel, sont les pays où on met l'enfant au centre du jeu, où on développe de nouveaux outils, de nouvelles méthodes d'apprentissage, de partage, où l'enfant se sent pris en compte, valorisé, et non pas simplement
puni par la notation, sanctionné, etc. D'ailleurs, il y a une anecdote très, très forte à ce sujet. La différence entre la mère américaine et la mère marocaine. C'est-à-dire la maman. Voilà, c'est un petit garçon qui monte, qui grimpe à une échelle, et il tombe. Et la mère américaine, elle lui dit, c'est très bien, tu as essayé, je suis fier de toi. Et la mère marocaine, elle lui dit, tu vois bien, je te l'avais dit. Tu savais que tu allais tomber. Voilà, je te l'avais bien dit, tu m'as pas écouté. Et donc voilà, c'est tout ça, c'est comment on pousse les individus à se dépasser, à se casser la figure et à se relever. Oui, là, il y a une rencontre entre Steve Jobs et Mitterrand il y a très longtemps. Je pense que c'était début des années 80, où Mitterrand posait la question à Steve Jobs et lui disait, mais pourquoi nous on n'a pas toute cette effervescence autour des nouvelles technologies, etc. Et pourquoi on n'arrive pas à créer davantage d'entreprises et de valeur? C'est tout simplement parce que chez nous, l'échec, il est valorisé. On peut le mettre sur son CV. On peut dire, j'ai créé ceci et ça n'a pas marché. J'ai pris une année sabbatique et c'est valorisé. En France, non, j'ai pris une année sabbatique, c'est mal vu. Et j'ai eu un échec, c'est très mal vu. Et chez nous, au Maroc, c'est quoi? On est sur l'exemple plutôt... bien sûr, on est plutôt sur l'échec, sur le modèle français. Franco-français. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous allez déposer un dossier de financement à la banque, si vous avez eu un échec, c'est pas vécu comme une expérience où vous avez appris, où vous êtes enrichi, mais c'est la preuve que vous savez pas faire. En tout cas, si j'ai bien compris, l'économie du savoir, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de tous, et que c'est un enjeu aujourd'hui essentiel, et que ça doit être le ciment, voilà, je viens de dire le principal carburant du futur modèle de développement. Oui, elle est partout. L'économie du savoir et de la connaissance, elle est partout. Ce n'est pas l'information qui est importante, parce que l'information brute, c'est la connaissance, le savoir, c'est-à-dire cette manière dont on traite, dont on expérimente et dont on s'enrichit de l'information. Et ça donne donc de la matière qui est directement utilisable pour produire, pour créer, pour innover. Et aujourd'hui, on est dans le monde de l'innovation, on n'est plus dans le monde de la création. Aujourd'hui, cette tasse-là n'a pratiquement aucune valeur. Et elle peut être fabriquée sans présence humaine, sans travail physique. Par contre, ce qui est important, c'est de s'orienter vers les enjeux d'aujourd'hui et demain, qui sont effectivement dans les 4 piliers que sont les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, non pas simplement comme fin en soi, mais comme outil pour développer aussi les industries traditionnelles. C'est-à-dire que quand on parle nouvelles technologies de l'industrie, de l'information et de la communication, on pense comme un secteur en lui-même qui s'autonomise et vit de lui-même. Non, il irrigue toute la société, depuis l'école, depuis les activités traditionnelles, et donc depuis l'agriculture, etc. Tous les maillons sont donc quand on parle biotechnologie, intelligence artificielle, nouvelles technologies de l'information et de la communication, nanotechnologie, ce ne sont pas des domaines qui vont vivre isolés dans une tour d'ivoire. C'est pas les domaines réservés en fait. Voilà, c'est des domaines qui vont irriguer l'ensemble des activités de production de biens et de services, sachant qu'aujourd'hui, la part de la production industrielle a considérablement baissé, qu'on est plus dans l'industrie tertiaire des services, services à la personne, services aux entreprises, etc. Et donc, c'est ça aussi le service financier également. Merci en tout cas, Radon Fadel. Merci à vous, Rachid. D'ailleurs, je me dis que c'est un débat, cette info en face, qui intervient à quelques jours de l'événement organisé par le groupe Le Matin, centré sur l'économie du savoir. Ce que vous avez fait là aussi, c'est un transfert de savoir? C'est de l'économie de la connaissance et du savoir là aussi. Je me suis pas appauvri. On a discuté, vous vous êtes enrichi, tout le monde s'est peut-être enrichi. Et puis j'ai gardé aussi ce que je connais, le peu de ce que je connais. Donc l'économie de la connaissance est une économie qui enrichit, qui est prolifique et qui n'appauvrit pas et qui n'appauvrit personne. Donc c'est une formidable opportunité. Mais qui a de la valeur aussi et qui a du sens lorsqu'elle est partagée. Exactement. Et c'est ce que vous venez de faire. Voilà, une dernière anecdote, c'était Thomas Jefferson qui disait « Si je vous tends ma bougie pour que vous puissiez allumer la vôtre, je ne reste pas dans la pénombre, je ne reste pas sans lumière. Donc je vous fais bénéficier de cette lumière-là, et moi je garde la mienne, donc on s'enrichit mutuellement et tout le monde est content. » En tout cas, merci pour vos éclairages. Je vous en prie. Si je puis dire, Radon Fadel, donc. Merci Rachid. Diplômé de Sciences Po Paris, section économique et financière. Nous on se donne rendez-vous vendredi parce que c'est le des forums centrés sur les enjeux de l'économie du savoir et la capacité aussi de saisir la balle au bon, c'est ça? De monter dans le train ou le bon wagon. On a des opportunités magnifiques parce qu'on a quand même un réseau, un vivier de jeunes qualifiés, talentueux, mais qui ne trouvent pas à s'employer.
et ça crée beaucoup de frustration, beaucoup de détresse, et c'est malheureux de les voir partir, et ils en ont le droit, parce que chacun a le droit de vivre la vie qu'il souhaite. Ça c'est clair, c'est bien clair. Merci en tout cas, Radon Faldet, diplômé Sciences Po Paris, section économique et financière. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi.